Passons des vacances, un temps des fêtes à 80 %. Si on aurait voulu avoir terminé ce projet-là, puis qu'on n'a pas réussi à le terminer durant décembre, puis que ce projet-là peut très bien être terminé à partir le 15 janvier ou la semaine du retour, à ce moment-là, posons-nous la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de terminer ça avant le temps des fêtes? Se désengager de la comparaison. C'est vraiment, là, au niveau de notre façon de le voir, notre façon de le traiter, que ce soit clair constamment, que sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, les gens se mettent en scène. On a l'impression que l'image qui nous est rendue, c'est la réalité et non pas que c'est tout simplement une gestion de l'image. Donc, est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est un élément qui est important de se poser cette question-là. Est-ce que c'est une attente perfectionniste? Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Vlogmas. Ça me fait encore super plaisir de vous accueillir encore une fois et toujours dans la même mouvance de se mettre dans l'esprit des fêtes, de bien profiter de son mois de décembre et de prendre d'avoir des discussions bienveillantes, remplies de douceur. J'ai choisi d'inviter les gens dont vous m'avez le plus parlé cette année. Les gens dont les apprentissages sont restés les plus marqués. Et moi, un des épisodes dont je me suis énormément fait parler, c'est avec Dr. Nicolas Gévrier. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez moi. Ben, merci Judith. Moi, j'aime ça inviter le monde chez nous. Oui, c'est très beau. T'as pas l'impression qu'on est déjà plus intime? C'est très agréable, Avec le foyer en arrière de moi, là, je dois admettre là, que le foyer ça va être derrière détendu. Toi, le chat devant toi. Le chat, oui, absolument, le chat aussi. Nicolas, comment ça va depuis ton passage au balado? Ça va très bien. On travaille toujours fort. On est rendu au mois de décembre maintenant. Donc, à mesure que les fêtes approchent, les gens ont des besoins. On travaille bien, on travaille fort. Oui, ça va très bien. De quoi on t'a le plus... Lié à l'épisode qu'on a fait ensemble, ouais. De quoi on t'a le plus parlé? On m'a beaucoup parlé de la politique de déconnexion, entre autres. Ça, c'est un élément, là, comment décrocher les fins de semaine, les week-ends à l'extérieur du temps de travailler, la différence qu'on voit avec certains pays, avec la France. Donc, gérer nos courriels, gérer nos interactions avec nos gestionnaires à travers tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est revenu quand même. Puis je vais même en retoucher un mot, je pense, aujourd'hui, dans le contexte justement un peu plus festif, un peu plus de Noël. Là. Donc, comment est-ce qu'on gère ça de la meilleure façon possible? Parfait. Avant de se lancer dans le vif du sujet, ouais. Quel est le prix que tu as choisi d'offrir à mes auditeurs? Alors, le prix que j'ai choisi d'offrir, c'est d'abord un abonnement d'1 an à la plateforme Art Film, qui est une plateforme spécialisée dans les films sur l'art. Donc, je dois dire d'abord que je préside le conseil d'administration depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, c'est un cadeau un peu, bien sûr, orienté. Mais c'est un organisme à but non lucratif, bien sûr. Donc, la plateforme Art Film, donc, durant 1 an, il y a un paquet de films, plein de choses super intéressantes. Je vais peut-être vous en reparler un petit peu à la fin de notre discussion. Et puis, également, une passe VIP qui donne accès à tous les événements du Festival international de films sur l'art, donc le FIFA. Festival qui a lieu cette année entre du 14 mars au 27 mars, bien sûr, 2026. Donc, passe VIP, accès à tous les films, à toutes les soirées. Je vais venir vous accueillir à la soirée d'ouverture. On va passer un bon moment ensemble. J'adore. Et ça me... tout d'abord, merci vraiment pour la belle générosité. Ça me fait vraiment chaud au cœur que tout le monde s'est autant porté volontaire, a autant levé la main pour embarquer, pour qu'on gâte mes auditeurs. Ouais. Et j'en profite pour souligner aux gens, pour expliquer aux gens comment participer au concours. Donc, c'est simple. Donc, il faut se rendre sur uncaféavec.com et vous inscrivez à l'infolettre. Et durant que vous êtes inscrit à l'infolettre, vous êtes éligible pour tous les concours. Il y en a quand même 19 prix à faire tirer. C'est une valeur de plus de 30 000 $. C'est vraiment
moi, j'en reviens pas qu'en aussi peu de temps, qu'on ait déplacé des montagnes comme ça pour avoir des chances supplémentaires de gagner. Pour l'épisode de Nicolas, ben, il s'agit de se rendre sur YouTube et dans les commentaires, commenter pourquoi vous voudriez gagner. Et là, on ne choisit pas la meilleure réponse nécessairement. De un, on a envie de vous entendre. Et de deux, chaque commentaire donne droit à une participation supplémentaire. Et là, ben, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, vous promener à travers les différents épisodes. On a des conférences de ma part, des conférences de la part de Anne Marcotte, une session d'un accompagnement personnalisé avec Judith Lompré. Qu'est-ce qu'on a? On a un atelier créatif chez Nicolas Duvernois. On a un paquet d'affaires, un accompagnement pour votre site web avec SiteGrow. La liste, là, je pourrais l'avoir pour vous la donner plus fluidement, là. Mais allez sur le site, vous allez voir tous ces beaux gens qui qui ont été très généreux pour vous gâter. Donc, voilà. Tu parles de l'art, j'ai le goût de rebondir là-dessus parce que moi, une des choses dont on m'a le plus parlé dans l'épisode qu'on a fait ensemble, de un, c'était le fait que beaucoup de gens partageaient comme moi un peu. Il me semble que j'en ai entendu beaucoup parler du burn-out, mais on dirait que c'était la première fois que j'allais vraiment en profondeur sur le sujet puis que je comprenais réellement c'était quoi. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun comme commentaire. Et une des choses aussi dont on m'a le plus parlé, c'est justement quand tu nous expliquais que si on se sent épuisé au travail ou si on se sent épuisé en épuisement professionnel ou même avant, en prévention, ben c'est qu'on peut pas nécessalement rénover sa cuisine, comme tu me l'as dit, mais faire des petits projets créatifs, s'intéresser à apprendre, découvrir une nouvelle langue, peu importe. Et puis, on a nos amis de Nouvelle Vague, qui est des distributeurs de café spécialisés, qui sponsorisent le balado maintenant, dont on en a parlé durant cet épisode-là, un épisode qui est sorti la première semaine de Vlogmas, où on se disait, ben peut-être que pour se préparer, justement, au temps des fêtes, de découvrir une nouvelle passion. Le café de spécialité, ça se fait pas comme du café instant, mettons. Ça prend un petit peu plus un travail de recherche. Mais moi, je trouvais que c'était comme un bel apprentissage. Pas trop intense, mais pour nous activer le cerveau pareil. Donc, voilà. Et là, en plus, tu arrives ici aujourd'hui, puis tu me dis, ben moi, j'ai envie qu'on parle de comment maximiser sa récupération durant le temps des fêtes. Exact. Quel sujet qui va intéresser tout le monde. Exact. Puis c'est un sujet qui est intéressant. Puis en même temps, tu sais, c'est un sujet, parfois, c'est un petit peu à double tranchant pour les entrepreneurs. Tu sais, de dire, ben d'un côté, est-ce que je récupère, je profite, puis comment je le fais? Mais de l'autre côté, est-ce que je m'avance sur des projets? Est-ce que je prends un peu de temps pour travailler un peu plus, pour prendre de l'avance pour le mois de janvier? Tout ça. Fait que souvent, on est un peu torturé entre les deux. Mais à mon avis, pour le temps des fêtes, permet vraiment une méthode. Il y a des facteurs de récupération qui sont très, très intéressants quand on pense au temps des fêtes en tant que tel. Déjà, le premier élément que je trouve fondamental, c'est que, puis là, je parle bien sûr pour la plupart des gens. C'est pas tous les entrepreneurs, malheureusement, là, qui peuvent vivre ça. J'ai déjà eu des contacts avec des gens, par exemple, qui sont au niveau du commerce au détail. Bien, c'est sûr qu'il y a des choses que je veux dire aujourd'hui qui ne s'appliquent pas nécessairement. Tu sais, de dire prendre le 26 décembre off chez vous à faire des choses que vous appréciez, pour eux, malheureusement, c'est pas la réalité. Peut-être que c'est le Boxing Day. Exact. Donc, ça ne s'applique pas nécessairement à tout le monde, mais à la plupart d'entre nous, c'est une opportunité qui est super intéressante. Pourquoi? Parce que pendant ces 2 semaines-là, ou à peu près, donc habituellement, là, du vendredi là, qui précède Noël jusqu'au lundi, là, après le jour de l'an, on a 2 semaines où tout ou à peu près est au ralenti. Donc, à prendre des vacances dans ce moment-là, c'est peut-être le meilleur moment de l'année parce que la plupart des gens sont en vacances. Donc, ça, c'est le premier élément qui est très, très important. Il y a des gens qui vont justement se dire, ben, je vais passer au-delà de ça, je vais rentrer faire du travail quelques jours. Oui, peut-être, si on a besoin, mais moi, je trouve que c'est une opportunité qui est manquée d'aller chercher vraiment une récupération qui est super intéressante à un moment où
on perd peu parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, je n'aurai pas tant d'appels que ça, je n'aurai pas tant de courriels que ça. C'est la joie. Oui, de la joie pour travailler. Ben moi, en fait, je me disais, pour une de mes intentions de mon temps des fêtes, c'est de pouvoir avancer aussi tout ce qui me demande un petit peu plus d'état de concentration, de deep work. Si j'ai besoin de travailler comme des longues plages horaires, ça n'existe jamais dans ma réalité à moi, ces temps-ci. Là, je le voyais comme un peu... mais il ne faut pas que je fasse ça. Oui. Bien, c'est pas qu'il ne faut pas que tu fasses ça. C'est que tu vas devoir récupérer dans ton année à quelque part de toute façon. Donc, si tu ne fais pas dans le temps des fêtes, à ce moment-là, où est-ce que tu vas le faire? Je pense que c'est ça la bonne question. Est-ce que tu vas être capable de faire ça un 17 février, un mercredi en plein après-midi? C'est en ce sens-là que, de toute façon, on doit récupérer pendant l'année pour s'assurer d'avoir une performance durable, d'avoir un bon niveau de fonctionnement. Là. Je prends souvent des pourcentages. Je veux dire, quand je travaille 1 heure, par exemple, si travailler à un bon niveau de fonctionnement, c'est d'être capable de travailler à 90% sur 1 heure. Quand je suis trop fatigué à la fin de la journée ou quand je n'ai pas eu assez de récupération durant mon année, ben je peux travailler certaines heures, je vais être efficace à 30, à 35%, à 40%. On voit tous ces heures-là, on est probablement capable de se souvenir. Là, l'heure où on se lève, on va se prendre un café, on revient, finalement, oups, on va chercher autre chose. Après ça, on repart, on brasse des papiers un petit peu. On n'a pas été très, très efficace dans cette heure-là. Oui. Alors que les moments qui sont plus à ce que j'appellerais à 90%, bien là, on est capable d'être efficace, puis d'aller chercher un état qui est notre état ultime, qui est ce qu'on appelle le flow. Donc, le flow, c'est quand je perds un peu la notion du temps, puis que je travaille, là, puis je sais plus, je suis concentré à 100% sur mon travail, là, je deviens extrêmement efficace. Je peux pas toujours être dans le flow, il ne faut pas penser que ça... Mais quand ça arrive, c'est le fun. C'est le fun, puis ça avance. Donc, mais pour ça, je dois avoir un niveau de récupération de façon générale dans ma semaine. Je dois être dans un état psychologique, si on veut, qui est un bon état psychologique. Peut-être pas toujours à 100%, bien sûr, mais au moins être assez reposé pour être capable de tomber dans le flow. Fait que c'est pour ça que pendant le temps des fêtes, quand je décide plutôt que d'y aller vers la récupération, d'essayer de travailler encore assez fort, je risque peut-être de manquer une opportunité. Puis, tu sais, je le souligne comme ça, mais on parle aujourd'hui, c'est le Vlogmas. Oui. Bien sûr. Vlogmas! Puis le Vlogmas, c'est quand même l'équivalent d'un calendrier de l'Avent. Oui. Donc, calendrier de l'Avent, c'est chaque jour une capsule. Donc, une fois arrivé au temps des fêtes, tu auras fait une capsule par jour d'animation. Donc, je ne sais pas ton niveau de fatigue, là, mais j'ai l'impression qu'il va en avoir un petit peu. Mais moi, j'ai quand même la chance d'avoir... la chance. Je ne vais pas dire ça comme ça, mais j'ai eu un début d'année qui a été beaucoup plus tranquille. Okay. Donc là, maintenant que la créativité, ça a pris du temps avant de retrouver cette énergie, cette force créative. Ouais. Puis justement, hier, on a tourné 4 épisodes. J'ai codé j'ai fait une page web, on a fait du contenu, on a trouvé les numéros de taxes, on a créé nos numéros de taxes, on a ouvert le compte de banque. C'était comme, à la fin de la journée, le flow, là, j'étais dedans toute la journée. C'est ça. Puis, et j'ai adoré chaque minute. Oui. Mais tu vois, c'est ça, mais j'ai comme l'impression que, en fait, je suis peut-être comme un ours, j'ai fait mes réserves. Il y a peut-être de ça aussi. Il y a peut-être de ça aussi où on peut avoir des grosses journées comme ça pendant un certain temps. Je pense aux gens qui nous écoutent, qui travaillent peut-être dans le milieu du cinéma. Hein? Dans le milieu du cinéma, souvent, là, pendant les tournages, là, ils ont 1 mois et demi, 2 mois, où c'est presque c'est 20 heures sur 24. C'est vraiment n'importe quoi. Mais après ça, ça va se calmer, puis ils partent en vacances. Une semaine, c'est ça. Exactement. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Pourquoi? Pour des raisons essentiellement de talent. Il faut avoir les gens au même endroit, il faut avoir maximisé l'utilisation d'équipements, donc toutes sortes d'impératifs économiques puis de ressources humaines. Fait que ces gens-là vont le faire
une fois, 2 fois durant l'année, peut-être 3 fois, mais il va y avoir des périodes de repos qui vont être importantes entre chacune. Fait que je suis d'accord avec toi qu'il y a des moments où on peut décider de dire, on fait un gros rush comme ça, mais il faut toujours garder en tête ensuite que quand on peut récupérer, un peu comme nos amis du cinéma font, ça devient important de dire, faut que je sois discipliné par rapport à ça. Donc, mon premier point par rapport à Noël, c'est vraiment que l'intérêt de Noël, c'est qu'on est plusieurs en vacances. Donc, il y a moins de trafic, il y a moins de travail, d'un côté. Puis de l'autre côté aussi, on a plein de gens qu'on aime qui sont également en vacances et qui sont probablement plus disponibles. Donc ça, encore là, ça aide à la récupération. Parce qu'on sait qu'en mode récupération, les rencontres, donc les liens humains avec les gens qu'on aime, avec les amis, ça va venir nous aider à récupérer. Puis souvent, qui est un autre des éléments qu'on avait discuté, je crois, dans notre première rencontre, quand je suis avec un ami, je ne suis pas avec mon rôle professionnel. Je ne suis pas un entrepreneur avec mes amis. Je suis Nicolas, je suis Judith, je suis... Il ne t'appelle pas docteur Chevalier. On n'est pas rendu là dans notre relation. Non, c'est ça. Donc, fait que j'ai un rôle qui est différent. Je suis parfois le drôle autour de la table. Je suis parfois celui qui est le mauvais perdant. Je suis toutes sortes de choses autres que mon rôle d'entrepreneur en tant que tel. J'adore. Là, à ce moment-là, je dois être, comme entrepreneur, je dois être en contrôle. Pas sûr. Je dois être autonome. Je dois savoir où est-ce que je m'en vais. Là, je pars à risque ou à un autre jeu ou Uno, ça ne change pas grand-chose à ma vie. Puis c'est bien correct. On est là pour s'amuser. Donc, rôle qui est différent, des compétences qui sont sollicitées, qui sont différentes, ce qui fait que pendant ce temps-là, bien sûr, mon rôle d'entrepreneur ou mon rôle professionnel, peu importe, là, je parle d'entrepreneuriat, mais c'est mon rôle comme mon rôle professionnel, peu importe ce que je fais comme profession, ce rôle-là est sur la charge. Pendant ce temps-là, on récupère. Et puis, donc, il y a plein d'opportunités pendant le temps des fêtes pour ça. Une des choses qui dit rencontre sociale durant le temps des fêtes dit souvent aussi des trucs très festifs. Oui. On consomme, on mange bien de la bouffe, ouais. On boit de l'alcool. Ouais. Tu as parlé de jeux de société, c'est une piste super intéressante. Marche en forêt, là, c'est les... Exact. Qu'est-ce que tu suggères au monde qu'ils fassent socialement ensemble? Moi, ce que j'aime bien, c'est de dire, faites-vous une liste de ce qui vous fait plaisir, de ce qui est agréable, ce que vous aimez. Puis à partir de cette liste-là, trouvez-vous des moments durant la semaine. Il y a des gens pour qui ça va être des jeux de société, comme on le disait tout à l'heure. Il y a des gens pour qui ça va être d'aller danser. Il y a des gens pour qui, oui, ça va être peut-être un bon souper avec de l'alcool. D'autres pour qui ça va être une marche en forêt. D'autres pour qui ça va être... On a des sports d'hiver, on a de la neige cette année. En tout cas, jusqu'à maintenant, on a de la neige. Ça nous ouvre le ski de fond, ça nous ouvre un paquet d'activités. Mais ce qui est important, c'est de ne pas se sentir obligé de faire ces activités-là, mais de faire ces activités-là parce qu'elles nous amènent un certain plaisir. Bon, je dis ne pas se sentir obligé. Bien sûr, on n'est pas seul au monde non plus. Il faut toujours être conscient de ça aussi. Parfois, dans certaines situations, on va dire, oui, mais il faut que tu t'écoutes, il faut que tu... Oui, mais en même temps, il y a des gens autour de toi. Oui, c'est ça. Ta blonde, elle veut que tu ailles à cette place-là. Exactement. Ta mère, elle va être déçue si t'es pas là. Exactement. Donc, il y a toujours ce côté-là de dire oui, je vais faire des choses qui me plaisent, mais je vais également faire des choses qui vont plaire à mon entourage. Mais l'idée d'aller chercher du plaisir dans ces activités-là va nous permettre justement, encore là, de récupérer. Puis un peu comme on le disait dans notre première rencontre, un élément important, puis je le ramène parce que c'est tellement important, quand je récupère, c'est important de toujours revenir à l'idée que je dois récupérer pour être efficace. Comme la vague qui monte, qui revient en arrière, tu sais, c'est le sac, là, le ebb and flow. Donc, quand j'ai un effort, je dois récupérer. Ce qui veut dire que quand j'ai du plaisir à descendre une montagne de ski ou du plaisir à marcher ou du plaisir à aller faire une partie de billard avec des amis,
ben, à ce moment-là, je récupère. Et c'est bon pour moi, ce qui va me permettre de contrer la culpabilité que certains peuvent ressentir dans ces situations-là. Hein, avec des pensées du type « je devrais être en train de travailler ». Donc, ça... C'est pas très rechargeant, se dire « je devrais être en train de travailler ». Hein? Non. Non. C'est un peu contre-productif. C'est contre-productif. C'est ce qu'on appelle une obligation de performance. Puis une obligation de performance, une pensée comme celle-là va créer un certain stress. Puis ça fait partie des précurseurs à l'épuisement professionnel. Quand j'ai bien travaillé durant la journée ou quand j'ai fait ce que j'avais à faire ou je suis en train de récupérer, puis je suis insatisfait de ma journée, puis je me dis, j'aurais dû travailler plus, ben à ce moment-là, je viens un peu gâcher tout le travail de récupération que je fais à ce moment-là. Tu sais, puis quand on parle de bienveillance, là, la bienveillance constructive, là, à mon avis, de la vie du psychologue, c'est ça. C'est d'être capable de rattraper cette pensée-là puis de dire, non, attends une minute, là. On a travaillé, on a fait nos heures. Là, maintenant, c'est le temps de récupérer. Récupérer, c'est bon pour moi, ça me fait du bien. Ça fait du bien aux gens que j'aime et aux gens qui m'aiment parce qu'on passe du temps ensemble. Tout le monde est gagnant dans ça. Donc, en ce moment, je prends mon temps, je prends soin de moi, puis je récupère. J'ai envie de rebondir sur deux choses. De un, pour les gens qui ont cette obligation de performance-là, comme tu l'as appelé, j'ai envie de rappeler à ces gens-là que les athlètes olympiques, eux, c'est intégré dans leur calendrier annuel, leur période de récupération. Exact. Justine Dufour-Lapointe, quand elle se prépare pendant un mois, quand elle fait les Jeux olympiques, elle en a eu une période de récupération. Ouais. Après, elle est obligatoire, elle est dans son entraînement. C'est juste qu'on ne prend pas cette habitude-là en tant que professionnel. On se dit qu'on doit tout le temps avancer nos affaires. Fait que ça, j'aime vraiment... Moi, ça me parle beaucoup dans ce que tu dis. Ouais. J'ai aimé vraiment un autre truc. Ben, j'ai tout aimé, en fait. Là. Mais il y a un autre truc, c'est de... Puis j'avais déjà fait ça dans le passé. C'est de, justement, lister les activités que j'avais envie de faire. Et de lister la liste des gens que j'aimais vraiment puis qui me faisaient beaucoup de bien puis que, justement, j'étais pas dans cette posture-là. Ouais. Et là, d'essayer de mixer des choses, mais un peu improbables, dans le sens que quand on pense à Judith, on se dit pas « Oh mon Dieu, j'ai eu tellement le goût d'aller faire de la peinture avec elle. » Mais non, Judith, la peinture 3 fois par année, puis c'est quand elle est avec son fils. Mais mettons de faire de la peinture avec mon ami Maxime, 2 personnes improbables qui décident de faire de la peinture en jasant. Je trouve ça vraiment le fun. Donc, faire une liste d'activités et des gens, puis après ça, Parce que, justement... Dans l'épisode avec Judith Lompré, ce qu'on discutait, c'était de rentrer dans cette période-là, mais de setter ses intentions aussi. Qu'est-ce qui va être important pour moi? Qu'est-ce que je vais vouloir vivre, expérimenter? Donc oui, la récupération, mais aussi justement ce que je veux passer du temps en famille, etc., etc. Fait que je trouve que c'est comme un beau mélange entre les deux. Où, parce que moi, c'était comme dans une optique où ben là, je me dis, mais je veux travailler, puis je le vois comme une période de deep focus. Puis au final, je vais ouvrir mon téléphone le 24 au matin, puis je vais voir tout le monde qui est en train de faire du ski avec leur famille. Je vais me dire, voyons, espèce de tweet, tu sais, pourquoi je suis en train de faire ça? Donc, de planifier intentionnellement notre récupération, ce qu'on a envie de vivre. Exact. J'ai l'impression que c'est vraiment des clés. Exact. Puis la récupération avec le temps en famille, tu sais, on parle exactement de la même chose. Puis il y a des styles aussi à chacun. Tu sais, dans ce que j'entends de ton côté, tu me dis, je prends les gens d'un côté puis les activités de l'autre, puis je mélange ça. Moi, ce que ça me dit, c'est que tu es stimulé par de la nouveauté, des choses qui sont un peu différentes, des nouvelles expériences, de la créativité. C'est super, ça fait partie de ta personnalité, puis c'est ta personnalité qui a besoin de ça. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire, ben moi, là, j'ai envie, là, à tous les mois de décembre, mi-décembre, là, d'aller faire des biscuits avec ma tante Gertrude, puis j'y vais à tous les dimanches. Cette personne-là, est plus conservatrice, a besoin une personnalité qui tend plus vers refaire les mêmes expériences, une certaine tradition. Et c'est bien correct. Elle va récupérer de cette façon-là. Toi, tu vas récupérer. Non, on va faire du bungee avec tante Gertrude. Voilà. Fait que c'est là que ça devient important aussi de comprendre le concept de récupération puis de se poser la question, comment ça s'applique pour moi?
Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben moi, j'ai besoin de toutes les mêmes choses constamment, puis d'autres qui vont dire, ben moi, les expériences, c'est plein de choses. C'est plein de choses différentes. Il y a des gens qui vont dire, le temps des fêtes, moi, je fais partie de ceux-là, le temps des fêtes, pour moi, là, c'est rencontrer du monde, puis voir du monde, jaser avec des gens, dans un rôle différent que mon rôle que j'ai habituellement, qui est un rôle d'expert, ou en tout cas un rôle particulier où j'ai une certaine posture parce que je suis membre d'un ordre professionnel. Là, je mets ça de côté, puis là, je peux faire un peu n'importe quoi. Je peux être mauvais perdant au risque avec mes amis. Je peux faire du sport d'une façon peut-être un petit peu dangereuse que je ne conseillerais pas à des clients. Donc, je peux expérimenter puis agir d'une façon différente, donc avec un rôle qui est différent. Mais ce rôle-là, c'est à moi, c'est à chacun vraiment de déterminer qu'est-ce qui fait que je vais être capable de récupérer. Il doit avoir, tu sais, justement, juste en parlant des différents styles, j'imagine que même dans les couples, un peut avoir le besoin de rester à la maison, de regarder la neige tomber, puis de lire des livres, de bouquiner à longueur de journée, puis l'autre qui va aller faire du bungee avec ma tante Gertrude. Ouais. On fait comment? Ben, on n'est pas... On va appeler Louise Sigouin. On n'est pas enchaînés l'un à l'autre. Hein? On n'a pas de menottes avec notre couple. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'aller faire du bungee avec notre bonne amie qui, elle, a au goût de faire du bungee, puis de laisser l'autre du couple tranquille faire ce que lui a envie de faire. Tu sais, il y a cette idée-là aussi de dire, du temps de chaque côté, c'est bien. Donc, oui, c'est sûr que dans le couple, il y a toujours de l'adaptation. Puis ce que tu dis est d'autant plus vrai que dans les couples, souvent, il va y avoir des différences. Hein? Il y a souvent un pour qui manger du sushi ce soir, ça ne les dérange pas trop. Puis l'autre qui dit non, c'est du sushi qu'on mange à soir. Puis les deux sont contents dans ça. Moi, j'ai pas besoin de choisir, puis tout ça. Puis l'autre, lui, il va trouver le meilleur restaurant de sushi qui est à Montréal, qui est... Chacun son rôle, chacun est bien dans son rôle. Il n'y en a pas un qui est moins bon que l'autre. Ça commence à être problématique en couple quand il y en a un qui veut manger du sushi puis absolument le meilleur, puis l'autre veut manger de l'italien puis absolument le meilleur, puis là, on se picosse parce qu'on veut avoir raison les deux. Ouais. C'est là que ça devient plus difficile. Mais tu vois, mettons, moi, je recharge mes batteries avec les autres principalement. Ouais. Moi, c'est les interactions sociales qui me nourrissent. Ouais. Et 100% de ma vie, j'ai été avec des gens que ça les drainait. Des gens qui étaient beaucoup plus introvertis puis qu'ils avaient besoin de ces moments de... Oui. Donc là, à ce moment-là, ça fait des envies qui sont assez différentes quand on a envie de se recharger et d'optimiser sa récupération. Exact. Mais quand on a bâti un couple avec une structure comme celle-là, souvent, on est habitué à ça, puis on a pris nos aises, on a trouvé nos façons de faire. Là, je pense à un couple que je connais bien là-dessus. Bien, monsieur, lui, il aime bien ça, aller faire du ski, aller faire du vélo de son côté. Puis madame, elle, est vraiment toujours dans des interactions sociales, puis tout ça. Puis de temps en temps, monsieur, il vient, puis de temps en temps, madame, elle va en ski. On a trouvé un bel équilibre depuis des années. Ils sont bien dans ça, en se respectant mutuellement, puis en amenant le milieu aussi à respecter. Quand on dit « Ah, comment ça se fait qu'il n'est pas venu aujourd'hui? » Bon, il était plus vélo aujourd'hui, puis il filait plus. Ah, parfait. Ouais. C'est très bien. Puis, il y a des moyens de bien arrimer ça, puis de bien faire fonctionner ces différents styles-là. Ça, c'était le premier, c'était quoi? Le premier, c'était prévoir des vacances. Prévoir des vacances. Ensuite, le deuxième, c'était d'essayer de prévoir une sortie du travail vers les vacances en douceur. Donc, comment est-ce que je fais pour ne pas avoir une semaine avant de quitter, qui est la pire semaine de mon année, donc la semaine du 12, 13, 14, 15 décembre, dans ces eaux-là. Comment je fais pour un peu planifier d'avance puis m'assurer que durant cette fameuse semaine-là, je m'organise pour préparer mes choses pour que quand je quitte le vendredi, mais je sois capable de quitter adéquatement, de quitter et de déconnecter ensuite pour les 2 semaines suivantes. Ensuite, il y a la déconnexion, qui est l'autre élément important. Mais comment je fais pour me préparer? On prend peut-être un peu moins de choses durant la dernière semaine. On planifie un peu d'avance. Une stratégie, par exemple, que moi j'ai, c'est qu'il y a certaines journées que je vais fermer dans la dernière semaine. Il n'y a rien qui se passe ces journées-là. Fait que
tout mon surplus va s'en aller sur ces journées-là. On ferme le mardi, on ferme le jeudi. Puis, à partir de là, on sait qu'on va être capable de faire nos surplus à ce moment-là. Donc, on se laisse une marge de manœuvre importante. Toujours, comme je disais tout à l'heure, selon le fonctionnement de chacun puis la profession de chacun. Ouais. Toujours des grands principes généraux qui s'appliquent peut-être pas à tout le monde. Mais si on n'a pas le temps de faire le tour de tous ces courriels et tout, on fait quoi avec ça? Allons-y pour les courriels. Si on n'a pas le temps de faire le tour de tous nos courriels, le vendredi soir... Mais en fait, c'est parce que là, on est tous en train de justement d'essayer de finir nos années. Ouais. Il y a peut-être des gens qui vont réussir à 100 %. Il y en a peut-être des gens qui vont partir avec comme 80 % des choses parties. On fait quoi avec le 20 % des choses supplémentaires? Je pense que c'est là que ça devient important d'avoir, de bien évaluer chacun de ces courriels-là, par exemple, ou chacune de ces tâches-là, puis de se poser la question. Est-ce que j'ai besoin que ce soit fait avant Noël, ou est-ce que c'était une attente qui était plus ou moins réaliste de dire je voulais tout terminer pour le temps des fêtes. C'est sûr que si on a une fin d'année au 31 décembre et puis qu'on doit avoir fini nos rapports financiers, il y a des chances qu'à ce moment-là, un peu comme nos amis du détail, qu'on doit travailler entre ça. Mais si on aurait voulu avoir terminé ce projet-là, puis qu'on n'a pas réussi à le terminer durant décembre, puis que ce projet-là peut très bien être terminé à partir le 15 janvier ou la semaine du retour, à ce moment-là, posons-nous la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de terminer ça avant le temps des fêtes? Je reprends la formulation de M. McSween. Donc, est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est un élément qui est important de se poser cette question-là. Est-ce que c'est une attente perfectionniste? Donc, qui serait de dire, je dois avoir tout fini avant de partir en vacances, par exemple. Ou est-ce que c'est une attente qui est bien alignée sur la réalité? Si on se rend compte que c'est une attente qui est peut-être plus perfectionniste, on fait quoi? On écrit un courriel aux gens, on leur dit too bad, so sad. Peut-être dans une formulation différente, mais D'accord. Oui. Non, mais on en reçoit des courriels comme ça qui nous disent, écoutez, on pensait être capable de, puis finalement, ça va attendre le 15 janvier, puis la plupart du temps, on se dit, OK, parfait. C'est comme ça. Ça arrive. Faut choisir les courriels. Faut choisir ce qu'on laisse tomber, bien sûr. Mais l'idée en arrière de l'attente perfectionniste, qui est très, très important, c'est que c'est quelque chose qui est abstrait, de se dire, je dois avoir tout fini avant le temps des fêtes. C'est quelque chose que je me dis moi-même, qui n'est pas nécessairement appliqué à la réalité. Fait qu'il faut trouver une façon d'appliquer ça à la réalité. Fait que pour l'appliquer à la réalité, je dois prendre ma croyance, qui est je dois avoir tout terminé avant de partir en vacances. Oui. Ça, c'est quelque chose d'abstrait. C'est une règle que j'ai mis comme ça, sans considérer ce qui se passe dans mon environnement. Fait que ce que je dois faire quand je la détecte, cette règle-là, c'est ensuite de me poser la question, comment est-ce que j'applique ça? Fait que je prends chacune de mes choses, par exemple, le travail que j'ai à faire, à remettre pour Georges, le dossier X, le dossier Y, puis je dois me poser la question, est-ce que vraiment j'ai besoin de faire ça avant de quitter en vacances ou est-ce que ça peut être remis au mois de janvier? Puis il y a une étape de plus même que je fais parfois avec certains clients, qui est de se dire, posons-nous même la question, c'est quoi la conséquence? Si je remets pas, si je demande à Georges, si je dis à Georges, tu vas avoir tes choses pour le 15 janvier, est-ce que c'est juste Georges qui est déçu ou est-ce que c'est Georges qui brise le contrat? Si c'est Georges qui est déçu, peut-être que Georges peut descendre un petit peu dans ma pile de décision. Alors que si c'est Georges brise le contrat, là, peut-être que Georges va remonter, puis peut-être que je peux décider à ce moment-là de travailler plus tard le vendredi soir ou le samedi matin. Fait que là, c'est de tester les eaux avec Georges. À quel point t'es fâché si... Non. Tu y vas selon ton feeling. L'idée, c'est de remettre en question l'idée que tu dois tout finir, même avec les informations que tu as toi-même. Parce que ton cerveau va voir ça d'une façon automatique puis va agir d'une façon automatique. Il va dire, il faut que je finisse tout avant de partir en vacances. Puis c'est ça qu'on va remettre en question parce que c'est pas nécessairement vrai qu'il faut tout finir. Peut-être qu'il y a le dossier A, le dossier C puis le dossier W que oui, tu dois finir, mais pas tout.
Tu n'as pas besoin de tout finir. Ton cerveau, automatiquement, a l'impression qu'il faut que tu finisses tout. Mais si tu réfléchis sur ça puis tu remets ça en question, ben, tu vas peut-être te rendre compte que non, je suis capable de finir vendredi. Je vais avoir encore quelques petits trucs à faire au retour en janvier. Mais ça va, ça passe. Je suis capable de vivre avec les conséquences. Fait en ce sens-là, on se libère de ces obligations-là qu'on s'impose nous-mêmes. On s'impose des obligations parce qu'on a vraiment l'impression qu'il faut tout finir, puis on ne questionne pas le fait que c'est pas la réalité. Là. C'est juste nous, dans notre personnalité un peu plus perfectionniste, on se dit, ben j'aime mieux quand ça soit tout fini. Puis, mais il y a des moments où c'est pas réaliste. Il y a des moments où on a tellement de choses qu'on peut juste pas tout finir. Fait que tant qu'à ça, identifions ce qu'on est capable de finir, puis quittons pour notre récupération, tranquillement. Puis ensuite, on va revenir en forme, puis on pourra ensuite avancer, retourner à ce qu'on a à faire. J'adore ça. J'adore ça parce que même là, tu l'as porté d'un angle perfectionniste, mais j'ai comme l'impression que des fois, c'est juste parce qu'on se pose même pas la question. Exact. C'est même pas qu'on se dit, on doit tout avoir fini. J'ai un super de bel exemple concret hier, c'est que on est le 3 décembre, la date du tournage, qui, Mathilde, on regardait le calendrier hier, puis il y a des choses qui pouvaient facilement, là, même sans impacter personne, mais qui pouvaient facilement être déplaçables au 4, 5, 6 janvier sans absolument aucun impact pour nous permettre de finaliser ce qui était important. C'est sûr que là, l'épisode va être diffusé le 12 décembre, fait que ça va être plus difficile aux gens d'agir rétroactivement. Ouais. Mais quand même. Oui, mais quand même, au 12, on a encore une semaine. Puis le principe s'applique à toutes les pensées perfectionnistes qu'on peut avoir. Hein. Quand on quitte en vacances, quand on quitte en relâche, c'est la même chose. À la limite, quand on quitte le vendredi soir, il y a des choses que j'ai pas nécessairement besoin pour dire j'ai fini ma semaine. Ça peut rester, ça. C'est correct. On le fera la semaine prochaine. Puis l'idée de partir content, satisfait, est importante. Partir content, satisfait. Je suis satisfait de mon travail parce que la plupart du temps, on a travaillé fort durant la semaine. Oui. Fait que si je quitte le vendredi, puis je me dis, je suis pas satisfait, j'aurais dû être capable de tout finir, ce qui est faux habituellement, pour 2-3 bricoles qui finalement sont pas si importantes que ça, bien c'est sûr que sur ma santé psychologique, de façon générale, c'est pas bon. C'est pas bon. Je suis mieux de partir pour ma fin de semaine, pour ma récupération, avec un sentiment du devoir accompli. Et puis, être content de moi, être content de ce que j'ai fait. Puis c'est comme ça que je bâtis aussi une bonne image puis une bonne estime de soi professionnelle, là, ce qui est très important aussi. Parce que j'ai des succès, je les vois, je vois que j'ai travaillé fort, puis je suis content. J'adore ça. Et non pas un sentiment de dire, pour ce petit 2 %-là, finalement, je n'ai pas été adéquat. Non, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Ce petit 2 %-là, on peut le gérer d'une façon différente. Mais l'affaire, j'ai l'impression que si on ne l'adresse pas, ce 2 % -là, il revient. Tu sais, maintenant, tu pars le vendredi, là, puis tu sais que tu ne l'as pas fini. Là. Oui. Tant que tu ne l'as pas comme adressé et tu t'es pas dit, OK, c'est. J'ai l'impression que cette pensée incessante-là qui va te trotter dans la tête toute la fin de semaine, oui, c'est vrai. Comment il s'appelle, notre ami Georges? Oui. J'ai pas répondu à Georges. Ouais. J'ai pas répondu à Georges. J'ai pas répondu à Georges. Je sais pas pour les autres humains, là, mais moi, ça va souvent me faire ça. Là, où tant que je l'aurais pas adressé, exact. Je serais pas capable de... Exact. Puis pour nous aider, on doit faire une stratégie qu'on appelle la restructuration cognitive, qui est une stratégie en thérapie cognitivo-comportementale qu'on devrait tous avoir comme être humain, qui est de se poser la question puis de constater que c'est pas parce que j'ai une pensée qu'elle représente la réalité. Ma pensée, c'est habituellement le résultat d'une façon de voir les choses. Oui, mais là, Georges, il attend ses affaires. Exact. Mais je peux prendre cette pensée-là et puis ensuite, je peux amener d'autres preuves à cette pensée-là qui vont me permettre d'avoir une pensée qui est différente. Par exemple, Georges... par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure. Si j'ai fait l'examen le vendredi soir, par exemple, j'ai dit, j'ai regardé, Georges, il peut attendre à mercredi prochain. C'est mon constat quand je quitte le vendredi soir. Le lendemain matin, le samedi, quand je me dis, mais
finalement, Georges, ma pensée automatique, ça va être ça. Finalement, Georges, c'est pas fini. Pourquoi? Parce que j'ai une croyance sous-jacente qui dit tu devrais toujours avoir fini ce que tu as à faire le vendredi soir. Donc, ça pousse, cette croyance-là, puis ça va m'amener à croire que, Georges, à repenser à Georges. Quand je pense à Georges de cette façon-là, si je ramène les faits que j'ai utilisés le vendredi soir en disant non, attends une minute, là. Georges, là, il est capable d'attendre à mercredi. On sait que son dossier n'avancera pas avant mercredi de toute façon. Il va peut-être être un peu déçu, mais on avait autre chose à faire hier soir. On avait une priorité. Puis là, on tombe en mode récupération. Donc, Georges va attendre à lundi comme prévu. Ça, c'est ce qui s'appelle une restructuration. Je suis parti d'une première pensée, un constat. Et puis ensuite, j'ai ramené des faits qui sont souvent les faits que j'ai utilisés le mercredi. Fait que j'ai pris une pensée automatique, j'ai ramené des faits pour la ramener à ce qu'on appelle une pensée restructurée. C'est ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Donc là, j'ai une nouvelle pensée qui a été bonifiée par des faits présents. Donc, mes faits, c'est quoi? Bon, je les ai faits le vendredi soir. Georges, il peut attendre. Ce contrat-là n'est pas aussi important par rapport aux autres. C'est important pour moi de récupérer, etc. Donc, j'ai ramené ces faits-là, puis j'ai transformé ma pensée pour l'adapter mieux à la réalité. C'est sûr que, comme tu le disais tout à l'heure, à travers cette pensée-là, j'accepte aussi que Georges va être déçu. Puis je vis avec ça. Mais en restructurant ma pensée, quand j'y repense, je vais ramener cette nouvelle pensée-là. Je vais dire oui, OK, Georges va être déçu, mais j'ai pris la décision que ça allait attendre à lundi. Le processus mental, de un, c'est de comprendre qu'on essaie de faire une restructuration cognitive. Exact. Donc, de s'informer sur ce terme, merci de nous l'avoir appris collectivement. Et quand est-ce que je lève le flag ou est-ce que je me dis « Oh, ça, c'est peut-être une pensée que je dois restructurer ». Quand j'ai de la difficulté, un peu comme ce que tu me disais tout à l'heure, ce qui m'a fait penser à cette stratégie-là, c'est que tu me disais, la pensée, elle revient. Oui. Fait que si la pensée revient comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui pousse. Puis ce qui pousse, ça va être une croyance. Dans ce cas-ci, ça va être la croyance selon laquelle je devrais avoir terminé pour vendredi, ou peut-être quelque chose d'autre qui serait mes clients doivent toujours être contents, ou les clients ne doivent pas vivre d'émotions négatives par rapport à moi. Ou tu sais, il y a quelque chose dans mon traitement de l'information que si on était dans un contexte, par exemple, de travail sur l'épuisement professionnel en face à face tous les deux, on passerait peut-être une rencontre sur ça pour essayer de découvrir c'est quoi les règles et les croyances sous-jacentes qui font que cette pensée-là revient, puis cette pensée-là te provoque un certain stress ou une certaine anxiété. OK. Mais tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis parce que justement, moi, je me serais dit, c'est pas une pensée que j'ai à restructurer, j'ai juste besoin de le faire, puis après ça me sortir de la tête. Exact. Puis ça, c'est souvent la stratégie qui est notre première stratégie, de dire je vais le faire, puis ça va partir. Sauf que ça, je l'écris sur une liste. Ça, ce que ça entraîne avec le temps, malheureusement, c'est que ça m'empêche de développer la tolérance, une certaine tolérance aux émotions négatives qui vont être générées par le fait que je dois tolérer la pensée durant ce week-end-là. Fait que quand j'ai cette pensée-là, je vais avoir une émotion qui va monter, qui va atteindre un certain plateau, qui va redescendre. Quand je fais la chose, quand je vais voir le document de Georges, mon émotion redescend tout de suite. Là. Oh, je me sens bien, c'est fait. Sauf que c'est une stratégie qui est bonne à court terme, mais à moyen puis à long terme, ça fait que je développe une intolérance à ces pensées-là. Ces pensées-là vont me pousser rapidement à faire les choses plutôt que juste la tolérer puis dire « Ouais, Georges, je le sais, puis Georges y attend. C'est correct, il n'y a pas de problème, il va attendre à lundi. » Encore là, il y en a assez pour une rencontre dans ces quatre principes-là. C'est un autre élément qui est très important dans le traitement de l'épuisement professionnel. Toute la tolérance, puis bien comprendre c'est quoi une émotion, bien comprendre qu'une émotion a un début, un milieu, une fin, bien comprendre qu'on développe une tolérance à certaines émotions, mais on peut développer aussi des intolérances à d'autres émotions, ce qui va avoir un impact ensuite sur notre perception, sur les comportements qu'on va faire dans certaines situations.
Là, j'ai le goût de te poser une question, mais c'est 100% pour mon bien personnel à moi. Donc, les auditeurs, allez vous faire un café, revenez. Non, c'est pas vrai, ça doit être. Tu vois, moi, ces temps-ci, étant mon niveau de bonheur là, est vraiment... Je suis épanouie, je suis sur mon X. Le truc, c'est que je suis revenue en founder mode. Donc là, on lance une entreprise et en même temps, j'ai quand même des obligations, comme j'ai quand même des responsabilités d'animatrice parce que ça prend quand même une bonne partie de ma vie. Ouais. Et là, moi, la stratégie que j'ai développée dans les dernières semaines, c'est que notre to-do list là, est interminable. On a tellement de choses à faire. En plus de ça, moi, le truc qui me fait le plus paniquer ces temps-ci, c'est la gestion des messages. Ça rentre de partout, du monde qui veut le passer sur le balado, la gestion des invités, l'ancienne business, parler avec des partenaires, les partenaires médias, des anciennes obligations que j'avais, des amis proches, de la famille. J'ai l'impression que je reçois des auditeurs. Je dois recevoir à peu près, je sais pas, 200-300 messages par jour. Ouais. J'ai une adjointe qui m'aide. J'ai certaines stratégies. Mais là, la stratégie psychologique que j'ai prise, c'est... Il y a mon rôle d'animatrice. Ouais. Il y a mon rôle de founder de business. Ouais. Après, il y a mes autres rôles personnels, mon rôle de maman et d'amie. Très important. Mais tous les autres... J'ai juste fait joue la carte la dispersion. Tu peux appeler 17 fois si tu veux. Ouais. Je te répondrai pas. Okay. Mais ça serait facile de répondre à cette personne-là puis de dire... Après ça, je me dis, une fois que tu as appelé 3 fois, je suis genre, qu'est-ce que tu comprends pas? Mais tu sais, ça pourrait être facile pour moi de le verbaliser aussi ou de juste écrire un message. Je pourrais peut-être m'écrire un placeholder. Mais c'est ça, c'est que là, c'est rendu... Ce que je dois focusser à court terme est rendu tellement gros que, tu sais, j'ai même des obligations professionnelles sur lesquelles je me suis commise, mais qui sont pas essentielles pour l'instant, que, tu sais, on va le dire comme ça, là, je ghost. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Mais là, c'est une stratégie où ce que j'ai utilisé, c'est trop à gérer, fait que j'ai juste shut down. Exact. Mais c'est comme Mais ça m'amène tellement de culpabilité. Mais dans ce que tu me dis, ce que j'entends, c'est que, puis un élément qui est important, ce qu'on appelle la dépersonnalisation. Souvent, on va personnaliser beaucoup dans certaines situations. Personnaliser comme ça. Donc, on va évaluer, on va avoir l'impression qu'on a plus de responsabilités que ce qu'on a réellement. Mais dans cette situation-là, ce que je veux dire par cette distorsion cognitive-là, ce que je veux amener tout simplement, c'est que peut-être qu'une partie, tu sais, tous les gens que tu ghostes comme ça, là, ce que j'entends, c'est que ça n'a rien à voir avec eux. Absolument pas. Je vais leur envoyer le clip d'ailleurs. Fait que ce que tu veux, c'est qu'ils ne personnalisent pas cette situation. Qu'ils ne pensent pas, Judith, elle n'est pas intéressante à moi, ou elle me trouve pas cool, ou elle ne trouve pas mon projet intéressant, ou c'est Judith est débordée et elle n'est plus capable, elle est prise dans un tsunami de demandes. Oui. Et malheureusement, il y a des demandes auxquelles elle n'est pas capable de répondre en ce moment. Et ça n'a rien à voir avec vous, tout un chacun. C'est comme si, en dépersonnalisant la situation, eux vont se dire, c'est pas dirigé vers moi. Oui. C'est elle qui vit une situation difficile en ce moment. Fait que, mais c'est pas une situation difficile, c'est une situation le fun. Oui, c'est une situation le fun, mais c'est quand même une situation où tu aurais probablement, ce que j'entends, peut-être pour 150 ou 200 heures de travail par semaine. Si j'avais la fibre perfectionniste dont tu parles... Si tu veux arriver au bout de ça, tu as plus de travail que ce que tu es capable d'abattre absolument. De toute façon. Donc, mais sauf que des fois, je me trouve très peu contre-productive parce que tu vois, dans ces situations-là où ce que je vais shutdowner, que je vais mettre... tu sais, que je vais faire comme si ça n'existe pas, je perds tellement de temps. Je t'en parle à toi aujourd'hui. Ouais. Tu sais, au lieu de... Puis tu vois, une des choses, c'est que moi, je suis un golden retriever dans la vie, là.
Fait que t'es devant moi, là, présentement. Tu me dis, hey, Judith, on va faire du ski dans 3 jours pour une cause, talata. Là, moi, là, on brainstorm, puis je suis, ah oui, puis là, je vais faire, ah oui, puis là, je vais faire ça, puis je vais faire ça. Puis, tu sais, il y a comme cette expression-là de I made plans when I was in a good mood, là. Puis après ça, là, c'est comme, là, tu t'en vas, puis après ça, là, je me rends compte, puis après ça, je suis comme, mais j'ai pas envie de faire ça. Puis là, je me suis full commis, puis là, finalement, cette personne-là pensait même que j'embarquais sur son comité de ski annuel. Fait que là, le Golden Retriever, il se ramasse à devoir gérer beaucoup de trucs que si je pouvais être moins Golden Retriever, des fois, ça... C'est sûr que ça, c'est un travail de longue haleine. Oui. Fait que tu me dis que tu me fixeras pas avant la prochaine 15 minutes? Ah, et merde! Bon. Donc, ce clip-là a servi à tous les gens non, c'est ça. Puis en plus, je vis full de culpabilité. Donc là, on a parlé de prévoir ses vacances. Oui, exact. Prévoir son temps où on se déconnecte, de sa fin de vacances. Oui, sa sortie de vacances. Puis là, on est rendu à prévoir aussi son retour. De prévoir aussi durant ma façon que je vais gérer mes communications durant les 2 semaines. Oui. Donc, est-ce que je le fais d'une façon structurée, ce qui est, à mon avis, l'idéal? Peut-être pas pour tous les métiers, mais à mon avis, l'idéal. Donc, structuré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lundi matin, le 21, je sais que je vais regarder mes courriels pendant 1 heure. Ensuite, je ne garde pas sur mon téléphone. Je vais regarder mes courriels à tous les matins à 1 heure si j'en ai besoin pour mon type d'entrepreneuriat. Si j'en ai pas besoin, je laisse ça fermé. Donc, j'ai surtout pas ça sur mon téléphone directement. Je coupe, je garde une distance par rapport au travail. Pourquoi? Parce qu'à toutes les fois où j'ai un nouveau courriel, où j'ai un texto, où je reconnecte avec le travail, puis ensuite, je dois redéconnecter. Quand je reçois un texto de travail, un courriel de travail, même si je suis sur les pentes de ski, on l'a tous déjà fait, on s'arrête sur le bord de la pente de ski, on regarde le texto, on dit maudine, on met ça dans nos poches, puis là, on descend, puis là, on pense à notre affaire, puis là, on a un accident ou pas loin, ou la redéconnexion est difficile. Fait qu'ajoutons ça 10-12 fois dans une journée, c'est assez pour tout venir vraiment réduire l'impact de façon importante de toute ma période de récupération, sans parler des commentaires de l'entourage. Des fois, les enfants nous font peut-être un peu les commentaires. Des fois, c'est les amoureux et les amoureuses. Donc, ça, c'est un élément important, de bien le planifier. Donc, plus de communication sur le téléphone en tant que tel, y aller à certains moments. Quand on a, entre autres, un laptop ou quelque chose d'un peu plus fixe, on garde ça sur ça. Donc, ça, c'est l'idéal, de bien gérer sa connexion en tant que telle pour pouvoir me permettre justement d'avoir ces journées-là, ces demi-journées-là, ces soirées-là où je suis complètement en immersion dans ce que je fais, dans mes activités sociales, dans le film que je suis en train de regarder, dans la soirée que je suis en train d'avoir, dans le jeu de société que je suis en train de faire, dans la cuisine. Je suis en train de cuisiner avec des gens que j'apprécie ou seul. Je suis en immersion dans ça et non pas en train à moitié de gérer des problèmes, des horaires, des discussions. Oui, puis justement, tu sais, les problèmes, c'est comme évident là, qu'effectivement, ça va nous mettre comme peut-être dans une genre de petite spirale où on va se dire on doit régler ces problèmes-là présentement dans notre tête immédiatement. Mais même tout le reste, tu sais, c'est même une idée, justement, de réfléchir créativement à une idée sur le travail dans un moment de déconnexion, de récupération. Est-ce que c'est positif, ça? Réfléchir, je dirais non. Réfléchir tout simplement? Réfléchir au travail, non. Avoir une idée spontanée comme ça, dans un contexte de récupération, sortir mon téléphone, prendre note, puis noter mon idée, ou noter quelques phrases pour m'en rappeler, puis refermer, ça oui. Ça oui. J'ai une pépite qui passe, je l'attrape. Mais je réfléchis pas sur la pépite puis sur l'opérationnalisation de la pépite. Mais c'est super contre-productif. C'est contre-intuitif, ce que tu dis. Parce que moi, j'ai comme l'impression que... Bien sûr. Limite, ça me détend de pousser des modèles d'affaires.
des idées d'affaires. Oui, je comprends. Puis peut-être que dans ton cas, ça te détend à ce moment-ci Non, mais je pense, de ta non, vie. mais je pense que absolument pas. Mais je dirais que pour la majorité des gens, il faut faire attention à ça. Non, mais en fait, moi, j'ai toujours pensé, puis maintenant qu'on en parle, je suis comme, ben non, ça. Tu sais, j'étais peut-être en train de m'intéresser sérieusement à faire des muffins aux carottes. Puis là, soudainement, je suis rendue ailleurs, puis là, je profite plus du moment présent. Je suis rendue en train de... Exact. Puis on a certaines croyances par rapport à ces pépites-là puis ces idées-là. Oui. En ce sens où on a l'impression souvent que si on ne l'attrape pas quand elle passe, ça ne reviendra jamais. Oui. Mais dans le livre The Creative Way of Being de Rick Rubino, c'est ça qui dit l'inspiration. C'est une vague, elle passe. Si tu l'attrapes pas, c'est pour ça que si Taylor Swift elle a une idée de chanson, elle va se lever puis elle va aller la composer tout de suite. Oui, mais moi, j'ai tendance à dire que j'ai tendance à croire que des idées, on en a à l'appel, de toute façon. Fait qu'il y en a plein que je saisirai pas de toute façon. Il y en a plein que j'opérationnaliserai pas de toute façon. Fait que si vient un moment donné où je tombe en mode plus récupération, puis je laisse couler les idées, peut-être qu'elles feront leur chemin puis qu'elles vont revenir. Mais j'ai pas besoin de nécessairement la saisir puis de faire du minage tout de suite dessus. Particulièrement si je suis quelqu'un d'extrêmement créatif, parce que sinon, ça finit plus. Là. Ah non, c'est ça. OK. En lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, un autre élément qui est important aussi, c'est de faire des choix durant nos vacances, de notre récupération, d'apprendre à refuser aussi. Donc, avec ce que tu me disais tout à l'heure, quand tu parlais de ski puis de Labrador, de Golden Retriever. Golden Retriever. Refuser, c'est sain. Refuser, ça nous permet de nous protéger. Puis ça permet aussi, justement, de pas avoir des périodes de récupération qui vont être une performance de récupération non plus. C'est 4 activités par jour, où finalement, on arrive presque plus fatigué le 6 janvier que si on avait eu notre travail. T'sais. Donc, refuser, s'habituer à refuser, s'habituer à être à l'aise avec le fait que les gens sont déçus. Les gens sont déçus parce qu'ils nous apprécient. Les gens sont déçus parce qu'ils nous apprécient. Parce qu'ils ont envie de passer du temps avec nous, ils nous apprécient. Puis la déception, être déçu, c'est une émotion humaine qui est parfaitement normale. Ça nous arrive tous d'être déçus, puis c'est bien correct. Fait que ça, c'est un élément qui est important qui peut nous aider encore là à passer à travers. Et justement, pour les gens qui ont de la difficulté, puis je t'écoutais parler, puis je me disais, je pense que je dois faire une thérapie par le non. Autant tu disais tantôt qu'il fallait s'habituer avec ces émotions négatives-là. Ouais. Non, je suis capable de m'habituer. C'est pas si inconfortable que ça. Ouais. Si je nourris tout le temps la bête, exact. Je cours après ma propre perte. Mais moi, c'est les noms avec lesquels j'ai beaucoup de difficultés. Non, j'aime pas ça. Non, j'ai pas envie de faire ça. Décevoir quelqu'un, c'est... Puis à cause que j'ai plus de difficulté à dire non, ben, au final, habituellement, je déçois un petit peu plus les gens, parce qu'en plus, je les ai fait niaiser pendant longtemps, puis ils ont entendu tes réponses pendant longtemps. Oui. Mais... Oui, fait qu'il y a un peu de procrastination avant, finalement, de rendre à l'évidence que tu dis non. Oui. Ouais. Fait que ça, tu vois, procrastination, habituellement... Mais c'est ça, mais là, tu disais, mettons, c'est correct que les gens soient déçus. Ouais. Oui, j'ai pas l'énergie, mettons, d'aller au... Je sais que c'était prévu qu'on aille au chalet, j'ai pas l'énergie d'aller au chalet demain, au final. Oui. Tu vois, pour moi, de dire ces phrases-là... Oui, c'est sûr, mais... Ça serait un... Oui, je suis d'accord avec toi. Mais quand on parle de refuser comme ça, il y a toujours une question de priorisation aussi. Si tout le monde est déjà rendu au chalet, tout le monde s'est engagé, puis là, 24 heures avant, je me désengage du chalet, ben un mois avant, ça n'aurait pas été un problème. Peut-être que 24 heures avant, là, ton niveau de déception va peut-être passer en frustration du côté des amis qui se sont tous mobilisés, eux, de leur côté. Fait que, quand je dis dire non aux activités, on est peut-être plus en mode planification qu'en mode dernière minute, finalement, je ne serai pas là ce soir. Planification, oui.
Ouais, donc, je planifie large. Puis ça, c'est un de mes derniers points qui est important, qui est de dire, ben passons des vacances, un temps des fêtes à 80 Passons un temps des fêtes à 80 plutôt que de viser un temps des fêtes à 100 un temps des fêtes de perfectionniste, j'essaie de faire les choses à 80 Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire recevoir. Tu sais, si je Mes reçois, serviettes de là, table, il va y avoir 24, des fripures dessus. C'est ça que tu me dis. mais si c'est 80 c'est ça. Je suis pas sûr que des fripures, c'est 80 peut-être que d'avoir les mêmes serviettes que l'année dernière que tu as achetées et qui étaient magnifiques, ça va être du 80 par rapport au 100 qui est d'en acheter des neuves qui sont super trendy pour cette année aussi. OK. Là, on peut se poser la question entre 80 et puis 100 Donc, de pousser le 100 c'est ce qui va venir nous chercher beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, à partir du moment où je me dis, je fais 80 Puis moi, ce que j'appelle 80 je pense qu'on en a parlé dans notre première rencontre, c'est ce qu'on appelle le good enough. Oui. Ça, c'est assez bon. Fait que je fais du good enough partout, puis ensuite, je choisis quand je suis capable ou quand j'ai envie de faire plus. Peut-être que mon good enough, ça va être sur la cuisine. Je vais avoir envie de mettre un peu plus de temps dans la cuisine, faire quelque chose qui est un petit peu plus hors de l'ordinaire parce que c'est ça que j'ai envie de faire, parce que c'est ça que j'ai envie. Mais la façon dont je mets la table, ça m'importe peu. Donc, ça peut rester à 80 80 étant bien fait, tout le monde est content. Mais je ne mets pas d'effort supplémentaire pour. Fait que ce que ça me permet de faire, ça, c'est que pendant tout ce que j'ai à faire comme performance, je peux me donner de la marge de manœuvre et choisir ce que je veux faire comme performance en plus et non pas me sentir obligé de recevoir, d'avoir des performances très élevées. C'est tellement intéressant ce que tu dis parce en fait, puis le 100 il est différent pour chacun, mais on a quand même tendance à vouloir, justement, tu sais, je vais recevoir au mieux de mes capacités, je vais offrir le plus beau cadeau d'hôtesse, je vais apporter le meilleur cocktail, je vais être la première sur les pistes. Exact. J'ai besoin du meilleur saumon fumé qui ont parlé dans... Ouais. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis si j'aime vraiment le saumon fumé, moi je fais partie de ceux qui aiment vraiment le saumon fumé, peut-être que je vais y aller, mais ce sera ça mon 100 moi. Ça va être le saumon fumé, puis les serviettes sur la table, seront fripées, comme tu dis. Fait que ça nous permet une grande marge de manœuvre. Puis ça s'applique dans les petites choses. Regarde, juste dans les cadeaux, là. Tous les cadeaux qu'on a à faire. Si on décide à un moment donné, neveux et nièces, là, ils aiment bien ça, aller dans un centre d'achat ou aller chez Sephora ou aller à un endroit, là, peu importe, là, qu'ils apprécient, là, cette année, 80 là, ça va être des belles cartes cadeaux pour tout le monde. C'est tout. Si j'aime ça, trouver quelque chose de pointu pour chaque personne puis de repenser à chacun, là, je tombe peut-être dans mon 100 ça implique que je dois me préparer à partir du mois de novembre. Tu sais, c'est du temps là, de trouver un cadeau pour chacune des personnes. Puis c'est correct, les gens qui ont envie de le faire. Mais je peux choisir ça. Et puis, il y a autre chose sur lequel je vais mettre moins d'énergie. Mais je n'ai pas besoin d'avoir tout à 100 constamment. Mais c'est drôle parce qu'à un temps, tu dis, et ça pourrait être des cartes cadeaux chez Sephora. Puis là, tu dis ça, puis je suis comme, mon Dieu, c'est mon pire cauchemar. C'est ça mon premier réflexe. Ouais. Mais l'affaire, c'est que des fois, les cadeaux que je fais, ça finit par être une carte cadeau Sephora. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, c'est ça, c'est comme... Mais je trouve ça tout le temps très doux d'entendre parce que justement, peut-être que se dire, tu sais, justement, moi, je veux mettre le focus sur recevoir, organiser des activités. Moi, j'adore organiser justement des activités avec les gens que j'aime. Ouais. Mais peut-être que son cadeau, ce sera peut-être une carte Sephora. Exact. Électronique même. Exact. C'est même pas la vraie version, là. Exact. Pas de carte, pas d'enveloppe. Directement un email. Oui. Exactement. Puis on a chacun notre réaction. Tu sais, nous, de notre côté, on se dit, oui, une carte cadeau comme ça, mais probablement que tu peux penser
dans ton environnement, moi, je peux penser dans mon environnement à plein de jeunes filles ou de jeunes garçons pour qui tu leur donnes une carte cadeau d'un centre d'achat ou de certains endroits spécifiques, ils sont pas mal plus contents que si on leur achetait un beau chandail. Oui, je sais, mais... Mais c'est ça, c'est accepter de faire le 80%. Exact. Good enough. Exact. Good enough. Justement, la personne, elle a eu... Tu voudrais peut-être avoir l'ambition d'avoir comme le cadeau le plus personnalisé, de réfléchi, là, qui ramenait la personnalité de la personne avec un élément de souvenir, puis là, que ça soit emballé, puis là, qu'il y ait des petites... Une canne de Noël là-dessus. Mais peut-être que la carte cadeau est bien correcte aussi. Exact. Parce que, on the side, je sais pas, tu les amènes prendre une marche en plus puis boire un chocolat chaud. Exactement. Exactement. Fait que ça nous permet de se développer une marge de manœuvre où je fais certains choix, ce qu'on n'a pas l'impression d'avoir dans ces situations-là. Dans les situations du temps des fêtes, souvent, on se dit, j'ai pas le choix, il faut faire ci, j'ai pas le choix. Non, j'ai le choix, j'ai une marge de manœuvre, puis je peux faire ces choix-là. Puis ça revient beaucoup à notre discussion de la dernière fois sur la gestion du stress. Il faut réussir à voir les endroits où on a des choix à faire, puis ne pas se laisser entraîner dans des croyances automatiques, des perceptions automatiques. Remettre ça en question, puis être capable de dire non, je veux agir, faire les choses d'une façon différente pour que ce soit, comme tu dis si bien, plus doux. Et il y a dans l'ère dans laquelle on vit aussi, c'est facile de se comparer. De vivre justement ce sentiment de FOMO, un tel est à Aruba, un tel est en train de faire telle chose. As-tu des conseils à donner? Moi, je suis beaucoup dans se désengager de la comparaison. C'est vraiment, là, au niveau de notre façon de le voir, notre façon de le traiter, que ce soit clair constamment que sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, les gens se mettent en scène. C'est tout ce que je vois. C'est que de la mise en scène. À Aruba, le party dans la piscine, puis tout ça, il y a peut-être plus la veille, il y a peut-être un crocodile. On le sait pas, là. Peut-être que ça s'est chicané tout le long. On n'a aucune idée de ce qui se passe réellement. Puis c'est ça qui est un petit peu toxique dans les réseaux sociaux. On l'a vu beaucoup avec la littérature. On sait que chez les jeunes femmes, il y a beaucoup plus d'humeur dépressive chez les utilisatrices des réseaux sociaux, justement pour ces raisons-là. On a l'impression que l'image qui nous est rendue, c'est la réalité, et non pas que c'est tout simplement une gestion de l'image. Donc, en se rappelant ça, se désengager un petit peu, comme je disais tout à l'heure, par rapport à nos pensées, de restructurer ma pensée en disant « OK, oui, tant mieux, super, il semble vivre un bon moment, mais je ne sais pas ce qui se passe réellement. Puis moi, j'en vis un bon aujourd'hui ici, également. » Parce que c'est le fun aussi. C'est le fun dans le Sud, bien sûr, mais c'est fort agréable aussi d'être ici avec les gens qu'on aime, Puis encore là, ça dépend peut-être de chacun de nos personnalités. Là. J'y pense en me disant. Là. Oui. Mais ouais. Ben moi, je viens de prendre une décision exécutive qui a... je sais pas si... Je vais peut-être la revert, même. Je pense. C'est qu'après le Vlogmas, on va sortir d'un gros crunch, on va avoir publié plein de contenu, on va avoir... Je pense que je me donne droit à cette déconnexion. Good. Mathilde aussi. Excellent. Mais t'es pas en congé pareil, là. Excellent. Donc, cherchez-nous pas sur les médias sociaux, parce que vous aussi, profitez-en pour faire une petite pause des médias sociaux. Je pense que oui. On peut les déliter, ces applications-là, sur nos téléphones. J'ai le goût de faire plein de ménage, C'est ça, en plus, c'est qu'on en a besoin de ces petites bits-là pour... Oui, mais on peut les laisser dans nos bureaux chacun, puis laisser nos téléphones de côté. Donc, il n'y aura pas de service à ce numéro à partir de la fin des épisodes de Vlogmas jusqu'au tirage. Nicolas?
Nicolas, Oui. est-ce que tu avais d'autres choses? Moi, On a fait le tour? on parlait de différentes activités qu'on pouvait faire pendant le temps des fêtes, des activités pour nous changer des idées, hein, selon les différents rôles. Là, j'en parlais dans notre première discussion, des activités reposantes, des activités qui amènent un détachement, qui nous mettent dans une situation d'apprentissage ou en contrôle. Et puis, donc, ce que je vais proposer, on a déjà annoncé un cadeau justement pour le concours général. Oui. Moi, j'aimerais vous donner un cadeau à tout le monde qui écoute en ce moment, à tous. Donc, je parlais tout à l'heure de la plateforme de films sur l'art, art.film. Donc, je vais vous donner un code spécial. Je ne sais pas si on peut l'afficher spécifiquement. On l'affiche. Voilà. On peut ça afficher? On a de la technique. Excellent. On va afficher. On a-tu déjà affiché? Je ne sais pas, mais je sais qu'on est capable d'afficher. Bon. Donc, ce code-là est affiché. Vous allez tout simplement sur le site de la plateforme, donc art.film, donc arts.film. Je dis le site Internet, mais si vous avez un Apple TV, si vous avez n'importe quel petit appareil là, sur votre télévision directement, dans les applications, vous allez être capable de le sortir. Vous vous abonnez 1 an, vous faites un abonnement d'1 an, vous entrez le code et puis il va être bon jusqu'au 5 janvier. Donc, des films sur l'art, vous allez pouvoir voir pendant vous reposez. As-tu peut-être une suggestion de... Moi, j'aime beaucoup la section, puis moi, je regarde ça avec les enfants à la maison, où on a un tableau, on choisit un tableau spécifique, et puis on va parler de tout le climat qu'il y avait autour de ce tableau-là, pourquoi il est important, les aspects artistiques autour de ce tableau-là, mais aussi des aspects politiques. OK, socio-économique. Oui, exactement. Donc, il y a peut-être une vingtaine de tableaux. C'est des petites capsules de 25 minutes, 25-30 minutes, où absolument des grands peintres. Il y a Van Gogh dans ça. Il y a plein de gens, c'est vraiment super intéressant. Ensuite, il y a également des documentaires sur certains peintres spécifiques, sur des vedettes de Hollywood qui ont marqué. Il y a également des prestations musicales, des prestations de danse. Si on aime la danse contemporaine au FIFA, on est très, très fort. C'est un lieu de diffusion important pour la danse contemporaine au Québec et dans le monde. Donc, on a des films sur la danse. On a également des films sur des espèces de making-of. Là, on en a un, entre autres, sur l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier. Donc, toutes sortes de choses super intéressantes, surtout des choses qu'on peut regarder en famille. On peut discuter ensemble. Puis, ça peut nous amener, justement, certains intérêts, certains apprentissages. Moi, je sais que je vais offrir cette plateforme-là à une de mes nièces qui est très intéressée par les arts en ce moment. Je pense qu'elle va trouver quelque chose de très bien. Fait que je vous invite tous à venir faire un tour, en profiter. Fait que c'est ouvert avec ce code-là jusqu'au 5 janvier. Bien, merci beaucoup. On va aller découvrir ça, mais l'histoire de comprendre le contexte socio-économique, politique, l'environnement là, autour d'un tableau. Ouais. C'est quelque chose que je vais définitivement aller découvrir. Merci, Nicolas. Bien, ça m'a fait grand plaisir, comme d'habitude. Toujours agréable. C'était un épisode qui va... J'adore toujours l'angle que tu prends parce que tu parles... Tu sais que tu parles avec des gens qui sont performants. Mm-hmm. Fait comment tu le positionnes, c'est maximiser votre récupération. C'est comme, ah ouais, OK, je vais être le meilleur dans ma... Là, peux-tu être 80% dans ma récupération? Exactement. Mais tu vois d'où je viens aussi, hein? Tu comprends aussi en même temps mes propres combats. Oui. Hein? Voilà, c'est ça. Bien, à la maison, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Allez découvrir la plateforme art.film et aussi, n'oubliez pas d'aller commenter le lien YouTube pour nous dire aussi ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Puis peut-être, moi, une des affaires que je découvre dans Vlogmas, là, c'est que de ramener mes valeurs sûres, dont toi, mais il y en a quelques-uns là, que j'ai vraiment aimé cette année, puis que là, je le ramène, puis qui me donne du nouveau contenu, puis que c'est encore plus le fun. Fait que attendez-vous à voir Dr. Nicolas Chevrier beaucoup plus, peut-être pas beaucoup plus souvent, à toutes les semaines. Oui, voilà.
À toutes les semaines. Mais merci beaucoup. Ça fait plaisir. Joyeuse fête! Joyeuse fête!